Bonjour à toutes, bonjour à tous. Si vous voulez bien terminer de prendre place, nous allons commencer cette seconde journée des États généraux. Et j'appelle sans plus tarder le doyen Bruno Rioux, qui va nous donner la troisième conférence de ces États généraux, intitulée « Les revues dites non prédatrices ». Bruno. Bien, merci Philippe. Bonjour à tous et à toutes. Donc, un sujet qui me tient à cœur. Bien, je disais donc, étant issu d'une spécialité, l'anesthésie-réanimation, où on peut se targuer d'avoir les plus grands fraudeurs en termes de nombre de patients, faux patients inclus. Mais il n'y a pas que la fraude, il y a aussi les embellissements que vous connaissez tous dans certains papiers. Il y a le problème du plagiat, il y a les conflits d'intérêts qui ont fait l'objet de beaucoup de débats jusqu'ici. Et puis un problème probablement beaucoup plus grave parce que beaucoup plus profond, la non-reproductibilité. Je vous rappelle les publications de Ioannidis sur, finalement, dans tous les papiers qui sont publiés, combien sont réellement reproductibles. Toute la recherche expérimentale, par exemple, fait peu de cas de la puissance des tests statistiques, du nombre d'expérimentations qui sont faites, tout ce genre de choses qui fait qu'on peut se poser des questions sur la non-reproductibilité d'une bonne partie de ce qui est publié. Il y a bien sûr d'autres choses comme les abus de position de pouvoir, la fabrication du doute. Toutes les grandes industries, à commencer par la première, l'industrie du tabac dans les années 50, vous connaissez cette façon de faire qui aboutit, y compris en utilisant des chercheurs et parfois des publications, à maintenir un doute sur des choses qui, en fait, sont scientifiquement prouvées. Et puis, il y a aussi les communications scientifiques inappropriées. De plus en plus, on voit des communiqués de presse, pas sur des résultats, mais sur des pré-résultats, des pré-prints, voire même, je vais faire telle étude et je fais un communiqué de presse avant même d'en avoir les résultats. Parmi tout ça, il y a un sujet qui me semble important, c'est le sujet des revues dites prédatrices. C'est un véritable fléau. Les revues médicales et scientifiques sont pourtant la première source d'information, d'innovation. Ça contribue aussi au développement individuel des carrières des professionnels de santé. Et ces revues qu'on qualifie de prédatrices, on peut les appeler aussi illégitimes ou frauduleuses, constituent une menace qui est croissante, quasiment exponentielle ces dernières années, et mondiale. Elles dupent les auteurs, les lecteurs, et participent à tout ce qu'on appelle la mauvaise conduite scientifique. D'ailleurs, le Code européen de conduite pour l'intégrité de la recherche dit bien que publier dans ces revues, les citer, être membre d'un comité de rédaction ou même simplement être un reviewer de ces revues, ce sont des façons d'aller contre l'intégrité scientifique. C'est quoi la définition? Mais jusqu'ici, il n'y en a pas vraiment. Et pourtant, on voit bien qu'il y a des critères qui se dégagent. Ces revues ne suivent pas les recommandations internationales des éditeurs de revues scientifiques. Elles priorisent le profit aux dépens de toute considération de qualité, voire même, il n'y a que ça qui compte. Et les pires de ces revues publient quasiment immédiatement, sans aucune correction, des articles, ce qui fait que certains ont pu parfois soumettre des articles complètement délirants qui étaient acceptés dans certaines de ces revues. L'évaluation préalable, critique et indépendante par les pairs est absente ou falsifiée. Et finalement, c'est l'ensemble du processus d'évaluation de la qualité scientifique qui est absent ou déficient. On voit souvent que la vérification de la conformité éthique et réglementaire est ignorée ou négligée. Et puis, ce qui est le plus visible, souvent, c'est une publicité agressive, une politique agressive sans discernement de sollicitation. Si je regarde les derniers mails que j'ai pu recevoir cette semaine, je suis manifestement, moi, urgentiste, un grand spécialiste mondial de la chirurgie, de la cardiologie, voire de l'astronomie. Donc ça pose question, et c'est sollicitation permanente par ces revues également. Comment lutter? Je vais revenir sur la première manifestation importante de lutte et citer un pionnier qui est Jeffrey Bell, bibliothécaire de l'Université du Colorado, qui le premier a essayé d'établir sur un site gratuit la liste des revues prédatrices, travail considérable,
mais très rapidement, il a été amené à stopper son activité. Alors, il l'a stoppé, il est parti en retraite en 2018, mais je vous incite à lire le papier qui donne un petit peu son retour d'expérience de cette période, car très rapidement, il a été vilipendé, voire menacé. Alors, menacé sur le plan juridique des éditeurs de ces revues prédatrices, on comprend. Vilipendé, menacé par ses propres collègues de l'université, on comprend moins. Et à la fin, c'est même son université qui lui a dit « ça commence à bien faire, il va falloir que toute cette affaire s'arrête ». Donc probablement qu'établir des listes de revues prédatrices est voué à l'échec. Que faire alors? Alors il y a des éditeurs privés qui proposent toujours des listes noires de revues prédatrices, mais c'est payant, ce qui explique peut-être que ça continue à survivre parce que ce n'est pas une menace importante pour ces revues prédatrices, puisque pour accéder à l'information, il faut payer et pas payer peu. Certaines universités ont fait des tests pour que vous puissiez aller voir si la revue dans laquelle vous voulez publier est considérée comme prédatrice ou non, mais ça demande de votre part une démarche de suivre le test, ça prend du temps. En général, les chercheurs ne le font pas. Les premiers à avoir proposé une liste blanche, c'est-à-dire non pas une liste noire des revues prédatrices, mais à établir une liste de revues recommandées, ça a été les urologues avec leur Green List, où ils ont proposé une liste des revues d'urologie recommandées pour publier. C'est-à-dire que l'Urologie internationale disait, voilà, dans cette liste de revues d'urologie, vous pouvez y aller en confiance, le processus éditorial est de qualité et nous vous le recommandons. Et en 2019, j'ai suivi cette pente-là en faisant au sein du CNU de médecine d'urgence dont j'assurais la présidence, la liste des revues recommandées pour publier en médecine d'urgence. Travail pas considérable. Grosso modo, on avait à regarder une vingtaine de revues pour en retenir une liste. Ça a été assez facile. On a été un peu plus loin en 2011-21 à Sorbonne Université, où j'ai fait travailler l'ensemble de ma communauté hospitalo-universitaire et mon référent intégrité scientifique pour que chaque discipline établisse sa liste des revues recommandées. Et puis ensuite, on a fait des regards croisés pour s'assurer que cette liste était à peu près tenait la route. Et on a publié comme ça cette première liste des revues recommandées. À la fin du petit préambule, je disais d'ailleurs que mon espoir était que cette liste devienne une liste nationale de la conférence des doyens, des CNU Santé, et puis même qu'il y ait peut-être plus tard un projet de label européen des revues. Ce qui fait que, pour poursuivre ce travail, on a pu élaborer assez rapidement après une liste établie à partir de cette première liste, mais confortée, réétudiée par la conférence des doyens et le CNU Santé. Ce qui a abouti à une liste de 3400 revues dans les secteurs médecine, santé, biologie. Ce n'est pas permis d'aller regarder des secteurs où on n'était pas compétent, sur 2 langues, l'anglais et le français, parce que, bon, on n'a pas forcément les compétences de langage pour aller regarder les autres langues. Et en considérant que cette liste n'était ni exhaustive, on a pu louper des revues extrêmement importantes, donc elle était susceptible d'évoluer. Et cette liste n'était pas non plus parfaite, on a pu mettre par erreur une revue qui n'était pas forcément d'une grande qualité. Et puis parfois le monde des revues change. On a vu des revues non prédatrices, voire de sociétés savantes, rachetées par un éditeur prédateur et basculer très vite dans le monde obscur de la force. Et puis cette liste, elle était amenée à être révisée, et elle l'est, au moins 4 fois par an, par un comité d'experts, avec des gens d'origine variée en termes de discipline, en termes de ville universitaire, et même il y a des non-médecins dedans. Vous verrez par exemple qu'il y a une bibliothécaire avec des responsabilités importantes dans une université. Comment cette liste de revues recommandées va être utilisée? Bien clairement, c'est pour la publication d'articles, donc pour les auteurs, mais y compris pour les étudiants qui vont publier
par exemple, leur thèse. C'est aussi pour le travail éditorial, c'est-à-dire que si vous êtes rédacteur en chef, rédacteur associé, voire reviewer d'une revue, allez regarder si cette revue est dans la liste. Si elle n'y est pas, posez-vous la question, est-ce que vous n'êtes pas en train de travailler pour une revue prédatrice ou illégitime? Mais aussi pour chaque auteur, on cite des travaux dans ses propres publications. Et puis pour l'évaluation des futurs universitaires par les commissions hospitalo-universitaires, par les sections et sous-sections de CNU, pour la promotion des universitaires. Est-ce qu'ils publient dans des revues satisfaisantes? Et en fait, tout ce principe était déjà intégré, la liste n'est qu'un outil, dans ce qui était inscrit dans la charte des facultés de médecine et de santé. Il arrive à tout le monde de publier dans des revues peut-être pas tout à fait satisfaisantes. Qu'est-ce qu'on fait alors? Bien là encore, dans le préambule de cette liste, la conférence des doyens et le CNU Santé disent très bien, d'abord qu'il est de la responsabilité des auteurs et donc des candidats à éventuels postes universitaires et à leurs menteurs d'être vigilants, mais pour une revue qui ne figurerait pas dans cette liste, les auteurs peuvent consulter leurs doyens, leurs présidents de CNU, leurs rapporteurs, etc., pour savoir si, oui ou non, ce travail peut être, par exemple, porté à la connaissance des membres du CNU pour être nommé PUPH ou MCUPH. On peut alors leur demander des détails, bien que cette revue soit considérée comme pas très propre, le travail est peut-être de qualité, il a peut-être été analysé par des reviewers de manière satisfaisante, le délai entre la soumission et la publication a peut-être dépassé les 24 heures, enfin toutes choses qui permettent de dire, bien que la revue ne soit pas considérée comme une revue recommandée, cet article-là est de qualité et peut être proposé par le candidat pour sa promotion ou une accession à un poste universitaire. Et d'ailleurs, dans des revues prestigieuses, nous connaissons tous des papiers médiocres, voire pires. Un exemple pratique, dernier CNU de médecine d'urgence que je préside, on avait 6 candidats PUPH, 5 candidats MCUPH, il y en a 2 pour lesquels on a dit stop, il y a un petit problème. Un des candidats avait 49% de publications dans des revues hors liste, ça pose question, donc clairement on lui a dit pour un poste de PUPH c'est prématuré et il va peut-être falloir changer de façon de publier. Le message n'était pas dirigé qu'à lui, mais aussi à ses mentors. Et à l'inverse, une candidate avait une seule publication dans une revue chez un éditeur problématique, et après examen du papier, de la réponse des reviewers, on lui dit « il n'y a pas de problème, c'est une recherche de qualité dans une revue problématique, mais c'est une recherche de qualité, vous êtes autorisé à la lister dans vos 10 principaux papiers ». Un petit mot sur l'offensive de Frontiers, parce que juste après la publication de la liste pas de Sorbonne Université, mais de la conférence des doyens et des CNU Santé, j'ai eu droit à un courriel que je peux qualifier de précontentieux, auquel j'ai répondu avec des conseils juridiques. Et puis juste après, il y a eu la mobilisation de tous les éditeurs de revue Frontiers, éditeurs associés, avec les mêmes éléments de langage, j'imagine qu'ils leur ont été fournis, pour dire que leur revue était vraiment merveilleuse et qu'elle devait rentrer dans la liste. Aucun, bien sûr, n'a évoqué les liens d'intérêt financiers qu'ils pouvaient avoir à faire cette démarche. Et chaque demande il y a eu une réponse du groupe d'experts, revue par revue. Ce qui montre quand même que cette liste commence à préoccuper certains grands éditeurs, et c'est peut-être une bonne chose. Quelques remarques. Une revue de niveau A SIGAP, on l'a vu récemment, avec un impact facteur élevé, peut très bien être une revue prédatrice. Les modèles incitant à l'acceptation des manuscrits dans des modèles pervers, gestion des relecteurs par l'intelligence artificielle, ce n'est pas le problème de la gestion, c'est surtout que le but est d'avoir une réponse des reviewers extrêmement rapide, quelle que soit leur qualité, et ils ne sont pas forcément des reviewers d'ailleurs de la discipline. Rémunération en fonction de l'acceptation ou du taux d'acceptation des papiers, multiplication des numéros spéciaux,
ou multiplication des éditeurs associés. Vous voyez que dans certaines revues, il y a plus d'1 millier d'éditeurs associés. Comment on contrôle un millier d'éditeurs associés? Moi, je n'imagine pas que ce soit possible. L'évaluation de la recherche doit être qualitative, ça j'y reviendrai tout à l'heure, et le système SIGAPS en lui-même est dévoyé. Il y a eu un remarquable colloque organisé par l'HCERES sur ce sujet, et je vous invite à voir ce que j'avais écrit avec Pierre Corvol et Thomas Similowski sur les problèmes du système SIGAPS. 2 conclusions. On vit actuellement une crise majeure du savoir scientifique. Les revues de faible qualité et prédatrices constituent une vraie menace, croissante, bien que ce ne soit pas la seule. La liste blanche n'est probablement pas la solution ultime, j'en suis bien conscient, mais où sont les alternatives? Moi, je n'en ai pas trouvé beaucoup d'autres. Un label européen que je proposais, malheureusement, après ces quelques années, quand je vois que même au sein de mon université, les autres facultés ne bougent pas sur le sujet, je pense que c'est un vœu pieux, malheureusement. On a une vraie importance de la pédagogie sur ce sujet pour la formation de nos enseignants, de nos chercheurs et de nos institutions. À l'heure des fake news et des vérités alternatives, la production de l'IA, le combat pour une science de qualité est un combat majeur. Conclusion 2, et là ça n'a plus rien à voir avec les revues prédatrices, il faut probablement qu'on change complètement de paradigme. Il faut passer, comme c'est recommandé sur le plan international depuis des années, par une évaluation qualitative de la recherche. Pour les futurs universitaires, c'est le rôle des facultés, c'est le rôle des CNU, et j'ai fait basculer ma commission hospitalo-universitaire. Pour les MCU, c'est présentez-nous vos 5 principaux papiers. Pour les candidats PU, les 10 principaux papiers. J'ai fait la même chose sur les CNU de médecine d'urgence en essayant d'oublier le SIGAPS dévoyé. C'est aussi valable probablement pour les promotions et pas que pour les facultés et les universités, mais aussi pour l'INSERM et les autres PST. Et bien sûr pour l'hôpital qui continue à utiliser, c'est le ministère de la Santé qui continue d'utiliser un indicateur dévoyé. On aura besoin d'un indicateur quantitatif pour évaluer des structures, des unités entières. Encore faut-il qu'il ne soit pas complètement dévoyé, comme c'est le cas aujourd'hui des SIGAPS. Je vous rappelle, le SIGAPS prend en compte ce qui n'est pas forcément de la recherche, des revues générales, des éditoriaux, des lettres, pratiquement de la même façon. Et puis surtout, vous avez un papier que vous rétractez, c'est 2 fois les points SIGAPS engrangés, ça pose quand même problème. J'en ai terminé. Merci pour votre attention. J'espère vous avoir convaincu de l'importance du problème. Merci beaucoup Bruno. Ça pourrait ouvrir des questions dans la salle de la part de ceux qui évaluent ou de ceux qui... Oui, je vais venir vers toi. Bonjour, Scardi Aviari, méthodologiste à Bichat. Merci beaucoup pour cette initiative qui est très intéressante. Est-ce qu'il y a des efforts en cours pour essayer de plus l'opérationnaliser, par exemple filtrer les résultats PubMed d'après une whitelist ou avoir dans SIGREC l'information de est-ce que la revue est whitelistée ou pas, pour qu'on puisse en servir un peu plus en pratique et qu'on puisse les affaiblir en les citant pas aussi, les revues prédatrices? Alors, je vais prendre l'exemple de SIGAPS. Pourquoi le ministère utilise SIGAPS? C'est que l'extraction pour les SIGAPS, elle est d'une simplicité biblique. S'il fallait effectivement que pour SIGAPS, il y ait une identification des revues recommandées, je pense que le travail à faire est beaucoup plus considérable. Donc tout incite à continuer à utiliser cet indice dont on sait qu'il est problématique, basé sur l'impact factor, etc. Donc à chaque fois, il y a ce problème de la facilité à utiliser des indicateurs dévoyés. Maintenant, je pense qu'il faut essayer d'obtenir des avancées là-dessus. Je vais prendre un exemple. À l'AP-HP, il y a une prise en compte sur le plan financier possible des frais de publication pour des revues.
Les doyens d'Île-de-France ont dit à la PHP, c'est bien, mais il faudrait peut-être que ce ne soit pas pour des revues prédatrices. Donc clairement, la PHP a adopté très rapidement cette règle suivante. C'est automatique, entre guillemets, il n'y a pas de souci, vous serez remboursé si vous avez publié dans une revue de la liste recommandée, mais pas si c'est ailleurs. Mais il y a possibilité d'une échappatoire. C'est-à-dire que si vous dites, oui, mais ok, j'ai publié, mais de toute façon, dans cette liste, il n'y a par exemple pas de revues de mathématiques qui sont citées, puisque c'est médecine, santé, biologie. Le comité de la PHP regarde si cette publication dans cette revue, comme on le fait pour la publication dans une revue légitime, nécessite réellement que la PHP finance. Donc il y a des moyens d'aller un petit peu plus loin pour que cette liste soit largement utilisée. Et puis moi, par exemple, je suis rédacteur en chef d'une revue de petit niveau, Annales françaises de médecine d'urgence, juste française. Je vérifie dans les citations qu'on ne me cite pas une revue illégitime. Comme je connais à peu près la liste bien, je sais les repérer, et à ce moment-là, je pose la question à l'auteur, vous êtes sûr que vous voulez citer cette publication dans une revue qui n'est pas dans la liste? La réponse le plus souvent, c'est « Oh j'ai mis cette référence comme ça ne me pose pas de problème de la supprimer ». J'ai rarement un argumentaire pour dire « Oui, mais c'est un papier très important, je dois le maintenir dans mes références ». Donc là aussi, ça fait partie de la pédagogie à faire pour que cette liste des revues recommandées soit la plus diffusée, la plus utilisée possible. Il faut dire d'ailleurs, Bruno, tu n'as pas trop fait de pub, mais la liste est très très facile d'accès. Oui. Sur le site de Sorbonne ou sur le site de la CDD. Tout le monde peut en 2 clics Vous l'avez sur les diapositives, le petit lien d'accès Internet. Bonjour, Valérie Paradis à Beaujon. Je voudrais savoir, est-ce qu'une revue jugée prédatrice en 2024 aurait pu ne pas être prédatrice en 2020 et vice-versa? Donc comment on fait avec cette liste actualisée et où des jeunes qui candidatent avaient un papier qui évalué aujourd'hui en 2024 prédatrice, mais publiée une année où elle l'était peut-être pas? Ça peut parfaitement arriver, c'est ce que je vous expliquais. D'abord, des revues peuvent mal tourner, d'autres revues peuvent bien évoluer. Donc, encore une fois, cette liste n'est pas exhaustive, elle n'est pas définitive, inscrite dans le marbre. Et si la revue en question, par exemple, vous avez publié il y a 5 ans dans une revue qui était une revue de société savante parfaitement honorable et se conduisant parfaitement bien, qui a depuis été rachetée par un éditeur problématique, encore une fois, vous demandez, si vous voulez citer à votre référent intégrité scientifique, au groupe d'experts, à votre doyen, à votre président de CNU, pour savoir si oui ou non c'est raisonnable de le faire. Et la réponse sera, comme pour ma candidate au CNU de médecine d'urgence, on lui dit « Ok, votre papier en lui-même, dans cette revue qu'on considère comme problématique, ne pose pas de problème. » Oui, Denis Angoulevent à Tours. Moi, j'ai eu... D'abord, je voulais saluer ce travail fait que tu as dirigé au sein de la CDD et qui a été diffusé, qui nous aide beaucoup. Moi, j'ai été confronté à un problème qui entraîne la question, c'est que, échangeant avec des collègues qui font de la recherche biomédicale, mais qui sont de CNU hors santé, je pense de CNU de physiologie animale, ils n'ont pas du tout cette culture. C'est-à-dire que j'ai des collègues dans l'unité INSERM qui me disent « Je suis super content, là on va envoyer le papier chez l'éditeur, point de suspension ». Et je dis non, c'est pas possible. On sait très bien que c'est quelque chose qui, pour nous, en tout cas en médecine, est jugé problématique. Il n'est pas dans notre liste. Et le gars me regarde les yeux écarquillés. Donc, est-ce qu'il y aurait moyen que finalement, peut-être interconnecter ce travail avec d'autres CNU, notamment des CNU biomédicaux hors médecine? Alors, ce serait pour moi quelque chose d'intéressant à ce que chacun s'en saisisse. Mais il faut bien voir aussi que les cultures des disciplines sont parfois complètement différentes. Je vais prendre l'existence des exemples. En astronomie, en radioastronomie, ils ont des façons de publier leurs articles. Ils ont des revues très particulières où tout ce que je viens de raconter n'a pas de sens pour eux. Et d'ailleurs, ils n'ont pas non plus les mêmes pressions économiques des grands éditeurs, frauduleux ou pas, et des publications, etc. Donc,
Si vous regardez les sciences humaines, je discutais dans un comité stratégique au niveau de mon université, un doctorant en sciences humaines, le jour où il veut avoir son habilitation à diriger les recherches, ça passe pas par des publications comme nous, ça passe par un livre. On voit bien qu'on est dans des mondes différents. Par contre, pour chacun de ces mondes, il pourrait se poser la question de savoir qu'est-ce qui est légitime, pas légitime, parce que même si l'intensité de la fraude et des problèmes sont probablement très importants dans le milieu biologie, médecine, santé, peut-être moins dans d'autres, on sait que les problèmes existent aussi dans d'autres choses. Donc, clairement, c'est à chaque discipline, aux matheux, aux informaticiens, aux physiciens, de réfléchir en fonction de leur pratique de publication, qu'est-ce qu'il est bien de faire, au moins de se poser la question. Et puis, si par exemple vous avez un de vos jeunes futurs HU qui publie dans des revues de mathématiques, vous pouvez peut-être poser la question à vos mathématiciens universitaires, qu'est-ce que ça vaut, parce qu'effectivement, on a un certain nombre de nos jeunes qui vont sur des plates-bandes à côté, et ça peut être extrêmement intéressant qu'ils soient entre deux mondes. Voilà, donc beaucoup de choses très variables suivant les disciplines. Les sciences humaines étant probablement celles qui se distinguent le plus de notre publication. Aujourd'hui, publier un livre n'a plus grand intérêt pour la nomination d'un HU, on voit bien. Oui, pour le Damien Bouvier, Clermont-Ferrand, vous l'avez dit, le système SIGAPS est quand même, le logiciel est très bien fait pour les extractions, il est très robuste. Est-ce que la conférence des doyens ne peut pas se rapprocher ou ne l'a pas fait de M. Devos et des Lillois parce que toutes les revues sont bien listées, est-ce qu'on ne peut pas juste rajouter une colonne avec l'astérix liste de la conférence des doyens, ce qui permettrait pour les DRCI de faire des extractions sur un plan scientifique et pas juste sur un plan quantitatif, et qui pourrait permettre aux DRCI de définir leurs axes de recherche. C'était tout l'objet des discussions sur ce colloque qui a eu lieu, que j'ai cité, organisé par l'HCERES, où l'ensemble des acteurs étaient d'accord pour dire qu'il va falloir évoluer. Maintenant, c'est pas les Lillois qu'il faut faire évoluer, probablement, hein, c'est le ministère. Et tout le monde est devenu accro à ce système SIGAPS qui ne valorise pas forcément que la recherche. Donc il y a un vrai problème politique sur la distribution de l'argent via les mairies, avec un indicateur dont on sait qu'il n'évalue pas la recherche. Le jour où on limite les SIGAPS à ces revues-là, et pas que, pourquoi donner des mairies parce qu'on a fait une revue générale ou une lettre? Il y a des staccanovistes de la lettre à l'éditeur. Ling, ling, ça fait rentrer du point SIGAPS, ça fait rentrer de l'argent dans l'hôpital. Le jour où on dit « Ah, ça dépend de quelle lettre ?» Ça dépend de quelle lettre. Je vais prendre l'exemple des endoscopistes. Dans certaines revues, les commentaires à un article peuvent compter en SIGAPS comme un article. Donc ça dépend vraiment. En tout cas, le jour où on dit « Non, non, il n'y a que les travaux de recherche et dans des revues recommandées », on change l'équilibre économique, alors en faveur des CHU, en faveur des grosses équipes, etc., et pas forcément sur une distribution plus large. Donc il y aura un vrai problème politique. Moi, je ne demande qu'une chose, c'est que le SIGAP soit rénové, parce qu'on aura de toute façon, la recherche, l'évaluation qualitative, c'est OK pour l'individu, mais pour évaluer les structures, pour évaluer un CHU, on aura besoin d'un indice quantitatif aussi. Faut-il encore qu'il soit correct, et il peut évoluer. Ça fait longtemps que SIGAPS n'a pas évolué. Techniquement, ça doit être possible. Un peu difficile, mais techniquement, c'est possible. Bruno, merci beaucoup. Alors, j'appelle les modérateurs de la session.